Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. En France, les sénateurs poursuivent leur examen du projet de loi bioéthique. Le diocèse de Bordeaux a installé ce dimanche son nouvel évêque, reportage dans ce journal. En Chine, les paroisses catholiques s'organisent pour lutter contre la propagation du coronavirus. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur le projet de loi bioéthique avec Loïc Hervé, un sénateur Haute-Savoie du groupe Union Centriste. Avec lui, nous ferons le point sur les dernières modifications du texte de loi et sur le climat du débat en séance publique au Sénat. Il est avec nous sur ce plateau, on le retrouve tout à l'heure. Nous ouvrons ce journal avec la bioéthique. Depuis mardi 21 janvier, le Sénat poursuit l'examen du projet de loi. Plusieurs articles ont été modifiés par les sénateurs. Ce mardi après-midi, ils ont rejeté l'amendement sur le dépistage préimplantatoire, amendement qui avait été réintroduit en commission. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a rappelé l'opposition du gouvernement. On l'écoute. Est-ce que c'est plus grave d'avoir une maladie mortelle à l'âge de 2 ans ou une maladie profondément handicapante dont on ne meurt jamais, qui met en balance le handicap versus la souffrance psychique, versus la souffrance physique, versus la mort, et à quel âge, jusqu'à quel âge on accepte la mort, jusqu'à quel âge on ne l'accepte pas. Enfin, je trouve que ce sont des questions en fait abyssales. Et je ne sais pas pourquoi je laisserais à des généticiens ou à des obstétriciens ou à des pédiatres le choix de décider que la souffrance physique ou la souffrance psychique ou la mort à 5 ans ou la mort à l'âge de 10 ans sont plus graves ou moins graves. Ce mardi soir, les débats se poursuivent, notamment sur la question des embryons chimères. Et depuis mardi dernier, le collectif Marchons aux enfants continue de se mobiliser pour interpeller les sénateurs. Il a appelé une nouvelle fois les opposants au projet de loi à se rassembler devant le Sénat ce mardi et ce mercredi à 19h. Parallèlement, l'archevêque de Rennes, Monseigneur Pierre Dornelas, qui est aussi responsable du groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, a interpellé le Premier ministre Édouard Philippe dans une lettre ouverte publiée lundi soir. Dans cette lettre, il remet en question les arguments brandis par les partisans du projet de loi et alerte sur les dérives eugénistes du texte. Pour lui, la fraternité exige que soient reconnus les mêmes droits fondamentaux chez tous les êtres humains, et ce, sans condition générationnelle. Nous reviendrons plus longuement sur le projet de loi dans notre dossier juste après le journal. Dans l'actualité également, à Brest, le bâtiment de la mission Saint-Luc, situé dans le quartier de Kérichen, a été vandalisé. Des tags dégradants ainsi que des projections d'huile de vidange ont été retrouvés sur les portes et les façades. Le diocèse a exprimé son indignation dans un communiqué, soulignant que cet espace était avant tout, je cite, une maison, un lieu de vie pour les jeunes brestois, croyants ou non. Et puis, dans l'actualité de l'église à Bordeaux, ce dimanche, la cathédrale Saint-André était comble. De nombreux fidèles sont venus entourer leur nouvel évêque, Monseigneur Jam, pour sa messe d'installation. Nous nous sommes rendus sur place. Reportage. Monseigneur Jam a fait son entrée par la porte royale de la cathédrale. Près de 2000 fidèles sont venus accueillir le nouvel archevêque de Bordeaux. En présence des responsables religieux, du maire et des élus de la région, il a salué son prédécesseur. Je pense aussi au cardinal Ricard, à qui je veux dire ma reconnaissance. Il souhaite continuer l'action du cardinal en appliquant les conclusions du synode diocésain. 2 ans de travail et de réflexion qui ont abouti à des engagements concrets sur le thème de la mission. Pour moi, la première des missions, c'est de mettre en œuvre ce synode. Ça a déjà commencé. Les fraternités chrétiennes sont déjà lancées, mais il y a la question de la diaconie, il y a la question des écoles de mission, il y a beaucoup de choses. Et donc, l'objectif que je me suis donné, c'est de mettre en œuvre ce synode. À la sortie de la messe, les Bordelais étaient ravis, malgré leur attachement à Monseigneur Ricard. Et voilà, on attendait tous le nouveau archevêque, donc on est très, très émus. On est prêt à le suivre religieusement et puis aussi dans les actes. On va essayer dans nos vies. Autant de chaleur humaine que le Monseigneur Ricard.
Pour commencer sa mission, Monseigneur Jam partira jusqu'à Pâques à la découverte de son diocèse et de ses habitants. Et puis dans le diocèse de Clermont, nous avons appris que le père Pierre Bâtissart a été placé en garde à vue. Il est accusé de viol sur une jeune fille mineure. L'auteur présumé nie les faits. Une enquête judiciaire est actuellement ouverte. Dans un communiqué, Monseigneur François Caliste, l'archevêque de Clermont, a tenu à faire part de son soutien à la victime présumée, tout en rappelant que l'accusé bénéficiait de la présomption d'innocence. Il a également précisé que par mesure conservatoire, le père était relevé de tout ministère. Dans un registre plus joyeux, ce samedi, à l'occasion du jubilé des 1600 ans de la naissance de Sainte Geneviève, les églises catholiques parisiennes ont organisé une nuit porte ouverte. En plus des illuminations, des concerts, des conférences ou des missions de rue, 50 000 petits pains fabriqués par les boulangers du Grand Paris ont été distribués aux habitants de la ville. Nous avons visité l'église Notre-Dame de Clignancourt dans le 18e arrondissement. On vient d'aller là pendant 2 heures distribuer des petits pains dans la rue. Dans ceux qu'on a rencontrés dans ce quartier, il y en avait la moitié qui ne parlaient pas français. On parlait d'autres langues, on s'expliquait comme on pouvait pour raconter qui était Sainte Geneviève. Sainte Geneviève, c'est la joie. Sainte Geneviève, c'est la persévérance. Sainte Geneviève, c'est le partage. Dehors, on a fait l'animation pour permettre aussi aux personnes qui sont dehors et qui peut-être ne sont jamais rentrées dans une église. Aujourd'hui, c'est le moment. C'est église ouverte. Venez comme vous êtes. C'est la chorale des gens de la rue. Nous allons chanter pour Sainte Geneviève parce que c'est notre patronne. Et on veut lui offrir ces gens de la rue qui sortent et qui, certains sont en train de se faire baptiser, sont en train de retrouver une foi. Et on veut lui offrir tout ça, toutes nos prières, toute notre foi, ce soir, tout particulièrement pour sa fête et pour Paris, pour qu'elle continue de protéger Paris qui en a bien besoin. Dans l'actualité internationale, nous sommes toujours sans nouvelles des 4 personnes membres de l'association Chrétiens d'Orient portées disparues. L'association, comme le ministère de l'Intérieur, ont déclaré ne pas être en mesure de communiquer quelques nouvelles. Pour des raisons de sécurité, leur identité n'a pas été révélée. Des chaînes de prières et des messes sont en revanche célébrées à travers le monde entier. À Paris, ce lundi, une messe était célébrée à l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile. Elle était suivie d'un chapelet. Pour rappel, depuis lundi dernier, l'association a perdu toute communication avec les 4 personnes, 3 Français et un Irakien. Ils étaient à Bagdad depuis dimanche pour des formalités administratives. Direction la Chine à présent. Le coronavirus continue d'effrayer le monde entier. En Chine, d'après les derniers chiffres, il a déjà fait 106 morts et contaminé plus de 4000 personnes. Si les festivités du Nouvel An chinois ont été annulées dans le pays, pour les chrétiens, l'épidémie implique aussi des changements. Nous avons contacté le père Bruno Lepeu, qui réside actuellement à Hong Kong. Il nous éclaire sur la manière pour les différents diocèses chinois de vivre cette réalité. On a reçu des informations de Wuhan comme quoi à partir du 22 janvier, ils avaient interdit toutes les messes pour le Nouvel An et jusqu'à nouvel ordre. Et 2 jours plus tard, donc le 24 janvier, on a reçu les informations venant de beaucoup d'autres endroits en Chine, aussi bien au nord qu'à l'ouest, que dans les montagnes, où l'information c'est pas de réunion, pas de célébration jusqu'à nouvel ordre. Ce soir, le diocèse nous a fait passer une information comme quoi on appliquait les mêmes règles sanitaires qu'au moment du SRAS. Donc ça veut dire qu'on a toujours des célébrations, mais on supprime les bénitiers, on supprime la communion sous les 2 espèces, on supprime les livres de chant pour pas avoir des risques de croisement de contamination. Et puis normalement, tout le monde est censé porter un masque chirurgical. Hier soir, notre évêque auxiliaire nous a fait passer un petit message en invitant les gens à prier spécifiquement pour cette épidémie. Et puis à Rome, ce dimanche, lors de l'Angélus, le pape François a exprimé sa proximité avec les personnes malades à cause de ce virus qui s'est propagé en Chine. Il a adressé cette prière, je cite, « Que le Seigneur accueille les morts dans la paix, réconforte leurs familles et soutienne le grand engagement de la communauté chinoise déjà mis en place pour lutter contre l'épidémie ».
Enfin, nous vous en parlions en octobre dernier. Cette année, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre fête ses 100 ans de consécration. À l'occasion de ce jubilé, les 11 communautés catholiques orientales de Paris se sont rassemblées à Montmartre ce samedi. Chaldéens, maronites, melkites, coptes, syriaques, éthiopiens, tous ont monté ensemble les marches de la basilique en chantant des louanges selon leur propre rite. Reportage. Environ 400 personnes de différentes églises orientales se sont rassemblées au pied de la basilique Sacré-Cœur de Paris à Montmartre, ce samedi 25 janvier. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier ensemble pour la France, pour nos chers pays, afin que nous soyons toutes et tous un dans le Christ face à beaucoup de menaces, face à beaucoup de persécutions qui augmentent d'une année à l'autre, malheureusement. Nous sommes là pour consacrer notre cœur et le cœur de nos chers confrères au Moyen-Orient, en Orient et partout dans le monde, au Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de l'amour. Ils ont gravi ensemble la colline du Sacré-Cœur en récitant des prières à Jésus-Christ dans de multiples langues, en arabe, en français. Jésus, doux et humble de cœur. Pendant une pause sur les marches, c'est au tour de la communauté maronite de chanter dans sa langue natale. Finalement, la montée se termine par les chants ukrainiens. Malgré toutes ces différences de langue et de culture, les participants à ce pèlerinage souhaitent mettre leurs efforts et leurs prières en commun. Ainsi, ils prient pour la paix dans leur pays et pour l'unité des églises du Christ. Це гріх нас розрізнює, гріх нас ділить одних від одних, гріх творить ненависть одних до одних. Отже, християни мають бути сіллю землі і тим самим мають показати інший приклад для світу, приклад Христової любові і єднання. Sur le parvis du Sacré-Cœur, ils mettent leur espérance sur le cœur miséricordieux de Jésus-Christ. Le Sacré-Cœur, ça nous rappelle la tendresse de Dieu envers nous. Nous essayons d'être des chrétiens authentiques et témoins de sa douceur et de son amour. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. On retrouve maintenant la chronique du père Gonzalo Mezza. Il nous parle cette semaine de la Semaine pour la vie aux États-Unis. Bonjour. La semaine dernière, le 22 janvier, s'est déroulée aux États-Unis la Journée nationale de prière pour la protection des enfants à naître. Cette date a été choisie car le 22 janvier 1973, la Cour suprême américaine a pris la décision de légaliser l'avortement. L'affaire est connue comme Roe versus Wade. Depuis lors, 61 millions d'enfants ont perdu la vie à cause de l'avortement. Pour se souvenir de cette décision de la Cour suprême américaine, chaque 22 janvier aux États-Unis, il y a une messe spéciale. Il s'agit, le 22 janvier, d'un jour particulier de prière et de pénitence appelé Jour de prière pour la protection des enfants à naître. Dans ce contexte de la Semaine pour la défense de la vie, il y a eu le 24 janvier à Washington, D.C., une marche. Plusieurs milliers de personnes, y compris le président américain Donald Trump, ont participé à cette marche en défense de la vie. Outre la messe spéciale du 22 et la marche du 24 janvier, il y a eu une neuvaine pour la vie, qui cette année aura lieu du 21 au 29 janvier. Cette année 2020, il y aura une quatrième initiative en défense de la vie aux États-Unis. Il s'agit d'une idée de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis. Elle est intitulée « Marcher avec les mamans dans le besoin, une année de service ». Le but est d'aider les femmes enceintes qui sont dans les besoins. Au cours de cette année, les diocèses et les paroisses se sont engagés à offrir des ressources et d'assistance aux femmes enceintes défavorisées qui habitent dans leur communauté. L'Amérique est un des pays qui a légalisé l'avortement en 1973. Mais ces pays, à travers l'Église catholique et d'autres confessions chrétiennes, ont lancé un gigantesque effort pour défendre la vie. Et ces 4 initiatives ne sont qu'un exemple. Aujourd'hui, surtout dans cette semaine, nous prions pour la protection de la vie de sa conception à la mort naturelle.
Je suis le Père Gonzalo Mesa et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Tout de suite, c'est le dossier. Et dans notre dossier, nous retrouvons Loïc Hervé, sénateur Haute-Savoie et membre du groupe Union Centriste. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Avec vous, nous allons parler du projet de loi de bioéthique qui est en cours d'examen au Sénat. Peut-être une première question, est-ce qu'on peut faire un petit bilan de ce qui est passé, ce qui n'est pas passé, des petites victoires peut-être de l'opposition des sénateurs au projet de loi de bioéthique? Alors pour qu'on comprenne bien où nous en sommes, nous sommes dans la 2e semaine de l'examen en séance plénière. Avant ça, il y avait eu plusieurs semaines de travail, d'audition et d'examen du texte et de ses amendements en commission spéciale. Et c'est le texte de la commission spéciale qui est présenté aux sénateurs. La semaine dernière, le Sénat a accepté l'ouverture de la PMA pour toutes, qui est une mesure emblématique pour le gouvernement de ce texte, à une majorité qui était finalement assez large. Mais en revanche, un amendement proposé par le président Bruno Retailleau a permis d'interdire la transcription dans les actes d'état civil français des enfants nés de GPA à l'étranger, ce qui est un sujet important qui a donné lieu à un débat important. Et par ailleurs, les règles de dévolution de la filiation dans le cadre de la PMA dite pour toutes ont été revues et le Sénat a adopté un dispositif qui permet que l'enfant soit bien celui de sa mère qui l'a porté et que l'autre mère dans le couple de lesbiennes, si c'est le cas, soit mère de l'enfant par adoption pour que la filiation corresponde à une réalité et que le droit corresponde à la vérité. C'est quelque chose de très important pour nous que nous avons adopté et là pour le coup largement. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Je pense que ce texte, il part d'un paradoxe de départ. Ce paradoxe, c'est qu'on a dans un texte de bioéthique qui devrait concerner des questions qui touchent à la recherche médicale, à la recherche scientifique, aux questions de la recherche embryonnaire sur les cellules, on a tout un pan du texte, qui est le début, les articles 1, 2, 3 et 4, qui sont des sujets qui abordent plus des questions de droit civil, donc qui touchent moins les médecins, moins les scientifiques que les juristes. Et donc, en commission spéciale, ça a été très difficile pour nous, je parle en tant que membre de la commission des lois, comme membre d'un des deux groupes de la majorité sénatoriale, pour faire comprendre qu'on n'est pas que sur des questions de recherche médicale et que les questions de société se traduisent aussi dans le droit et que le droit n'est pas que la variable d'ajustement de réforme sociétale. Le droit, il structure les règles de filiation et notre droit romano-germanique, c'est un héritage qui est ancien et on ne peut pas modifier notre droit civil et la dévolution de l'état civil sans avoir des conséquences en cascade sur d'autres manières d'établir la filiation entre des parents et des enfants. Donc cette question-là, elle nous a beaucoup occupés la semaine dernière parce qu'il fallait remettre un débat de droit civil dans un texte qui n'est pas un texte de droit civil. Et c'est ce paradoxe initial qui a été difficile à transcender et à expliquer à nos collègues. Alors, c'est un texte de loi qui touche effectivement beaucoup de domaines. On a vu en tout cas à l'Assemblée nationale que certains articles suscitaient beaucoup de réactions. Comment ça se passe au Sénat? Quels sont les articles qui suscitent peut-être le plus de débats? Alors on a eu un débat très digne, très dur, très respectueux en même temps des situations, qui est la question de la PMA post-mortem. C'est-à-dire un couple qui est en mesure d'attendre un enfant et qui recourt à la fécondation in vitro et dans lequel le père décède. Aujourd'hui, le droit interdit l'implantation de l'embryon sur la veuve qui le demanderait. Donc c'est une discussion très difficile parce qu'en réalité, elle touche des situations dramatiques dans des familles. Et donc le Sénat a maintenu l'interdiction, quand bien même le gouvernement souhaite aller plus loin sur cette question-là. Donc nous, on a maintenu une forme d'interdiction au Sénat. Et c'est dans ce genre de discussion-là, le Sénat est une chambre du respect mutuel des arguments. Donc on n'aborde pas ces sujets-là dans la polémique. Et ça a été un moment assez dur et assez, je vous le disais, respectueux des arguments de chacun, même si la décision finale a été de refuser cette possibilité.
Alors, une autre question par rapport à la congélation d'ovocytes qui a été rejetée. On a vu que l'opposition, il n'y a pas eu de majorité justement sur cet article-là. Et la majorité faisant défaut, l'article a été rejeté. Alors, les amendements de suppression en début de discussion n'ont pas été adoptés. Donc, la discussion sur l'article a continué. Moi, je faisais partie de ceux qui voulaient supprimer l'article. Donc la discussion s'est poursuivie et au moment du vote de l'article, on s'est trouvé dans une situation où 119 sénateurs ont voté pour et 119 sénateurs ont voté contre. Et comme c'est une adoption et qu'on a besoin de voter l'article positivement, il fallait qu'il y ait une voix d'écart pour que le texte soit adopté. Et comme il y avait égalité parfaite, le texte n'a pas été adopté, mais ça montre la division et les différences d'approche qui peut exister entre les sénateurs sur un sujet qui est extrêmement important et qui touche notamment aux questions qui, moi, me touchent beaucoup, qui sont les questions des droits des femmes, où, bien sûr qu'on peut se servir de la science pour favoriser la fécondité, etc. Mais en revanche, les conséquences, notamment même sur les carrières dans les entreprises de femmes qui différeraient une grossesse, qui privilégieraient leur carrière pour ensuite donner vie à des enfants, ce sujet-là nous a beaucoup occupés et il a fallu trouver un point une ligne. Et cette ligne, finalement, vous voyez qu'on l'a presque pas trouvée. En tout cas, l'article a disparu du texte de loi qui sortira du Sénat. Alors, autre chose, peut-être dans un contexte un peu plus général, ça ne vous a pas échappé, on parle surtout de la réforme des retraites, un peu moins du projet de loi de bioéthique dans les médias en tout cas. Est-ce que, selon vous, on peut parler d'une forme de démobilisation des sénateurs dans un premier temps et ensuite peut-être de l'opinion publique ? Je pense que le Parlement, il est à l'image du pays. Et quand le pays qui sort d'une crise, qui est la crise des Gilets jaunes, mais qui est une crise sociale latente, que l'opinion publique regarde ailleurs, il est logique que le Parlement aussi, lui, regarde ces questions-là. Les questions de la réforme des retraites ne sont pas des questions moindres pour la société française. Elles sont structurantes. On parle de 15% du produit intérieur brut. C'est vraiment quelque chose qui est important à regarder. Et ce texte de bioéthique, qui a servi, je le disais tout à l'heure, de support à des réformes de droit civil, il arrive dans un moment politique qui n'est pas favorable à un débat où on pourrait mobiliser à la fois l'attention du grand public, des personnes qui sont pour comme des personnes qui sont contre, et aussi des parlementaires, puisqu'on a quand même cette espèce de climat autour de cette réforme des retraites qui fait regarder les sénateurs dans une autre direction. Pour autant, si vous suivez nos débats, les sénateurs sont nombreux dans l'hémicycle, ils prennent la parole. Certains articles suscitent des débats de plusieurs heures. Et donc, la démocratie joue son plein au Sénat, quoi qu'on pense des décisions qui sont prises. La Haute Assemblée fait son travail parlementaire. Alors, on a eu plusieurs voix qui se sont élevées contre le projet de loi bioéthique, notamment dans l'Église, avec la Conférence des évêques de France, Monseigneur Aupetit, et plus récemment, Monseigneur Dornelas, qui s'est adressé au Premier ministre, mais aussi José Bové, l'Académie de médecine, au moment du passage du texte de loi devant l'Assemblée nationale. Est-ce que toutes ces voix sont entendues, en tout cas aujourd'hui, pour les sénateurs ? Le Sénat n'est pas une maison sous cloche. Et une collègue sénatrice a reproché à Ludovine de la Rochère d'être même présente dans l'hémicycle et par sa présence d'exercer une pression sur les sénateurs. Certains ont dit que recevoir des lettres était une pression intolérable sur les sénateurs. Moi, je ne crois pas. Je crois que dans le respect, évidemment, des personnes et de la fonction du Sénat, il ne s'agit pas d'aller menacer des personnes en quoi que ce soit. Il y a eu des sénateurs qui l'ont été, donc ça, c'est totalement condamnable. Le Sénat, il vit avec la société et le Sénat, il doit entendre et organiser le débat public, qui est un débat public ouvert. Donc évidemment les familles de pensée, évidemment les courants de pensée religieux, et évidemment l'Église catholique. Toutes ces tendances sont les bienvenues. Elles ont été auditionnées au Sénat, les différentes confessions, les différentes spiritualités ont pu s'exprimer. Et tout ce qui est dit par Monseigneur Aupetit, par Monseigneur Dornelas, ou alors, moi j'ai rencontré plus récemment Monseigneur Mathieu Rouget, qui est venu à la rencontre de quelques sénateurs au Sénat pour évoquer ces sujets-là. Ça nous permet de réfléchir ensemble à ces questions-là. Par contre, nous, bien que certains d'entre nous soyons croyants, voire pratiquants,
il nous faut regarder les articles tels qu'ils sont et légiférer par rapport au sujet qui est abordé. Il y a un travail important de méthode pour qu'on traite les sujets un par un, et c'est un peu l'avantage de la procédure législative, c'est qu'elle permet de parler de GPA quand on parle de GPA, de PMA quand on parle de PMA, alors que ce sont des sujets qui s'éloignent vraiment du sujet de bioéthique, et puis d'aborder ensuite tous les sujets de bioéthique qui sont des sujets très importants et qui sont beaucoup moins médiatiques. Alors les positions sont-elles figées selon vous ? Est-ce que la réflexion justement des sénateurs qui sont peut-être favorables au projet de loi et en tout cas à certaines mesures peuvent évoluer ? Alors les positions, on voit les votes de cette semaine, notamment un vote qui a eu lieu aujourd'hui sur le diagnostic préimplantatoire démontre que, ou sur les textes généalogiques d'ailleurs, démontre que les sénateurs y sont très farouchement opposés. D'ailleurs suivent Agnès Buzyn, la ministre, sur ces propositions. Donc il y a des choses qui se passent au Sénat par rapport au texte de la Commission qui est battu en brèche cet après-midi par la majorité sénatoriale, par une majorité de sénateurs qui s'opposent à ces questions-là dans les deux domaines. Donc, les tests génétiques, c'est la possibilité d'envoyer votre ADN à l'étranger et de recevoir un certain nombre d'éléments sur la génétique. Et puis le diagnostic préimplantatoire, c'est en gros le tri des embryons sur ce qu'on appelle la prévention de certaines maladies et qui pour nous est une forme de tri et qui nous conduirait à un risque d'eugénisme. Donc avec un certain nombre de collègues, notamment Bruno Retailleau qui s'est engagé sur cette question-là, on a évidemment supprimé cette possibilité. Alors on va devoir conclure, peut-être un dernier mot. Le texte va ensuite repasser à l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot aussi. Qu'est-ce que vous attendez peut-être de leur position à eux ? Alors deux choses. D'abord, le texte va finir son examen cette semaine. Il sera adopté la semaine prochaine ou pas. Donc ce sera intéressant de voir ce que le Sénat décide, quel est le vote des sénateurs en début de semaine prochaine. Et ensuite, moi, j'attends des collègues députés de regarder ce que les sénateurs ont voté et pourquoi ils l'ont fait. Ça permet d'avoir un échange bicaméral entre les deux chambres qui est intéressant. Et ensuite, au gouvernement de bien mesurer les conséquences d'une partie des mesures qu'il promeut et qu'à la lumière du débat parlementaire, notamment au Sénat, il puisse parfois, je pense, revoir sa position pour être plus précautionneux, plus protecteur, notamment de l'enfant, dans ces circonstances-là. Donc, on a le temps. Il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée, une deuxième lecture au Sénat. C'est le gros avantage d'une démocratie parlementaire de pouvoir avancer chemin faisant et permettant à chacun de revoir aussi ses positions quand il le faut. Merci beaucoup Loïc Hervé pour cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AlaSource. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.